de montrer aux gens qu'il était tout à fait possible de se passer du réseau EDF avec les énergies naturelles, le soleil et le vent. On a commencé par acheter 6 mètres carrés de photopiles. C'est une démarche écologique. Quand on sait que les photopiles sont des objets avec peu de rendement et qui polluent, si on en a beaucoup, il y a une espèce de contradiction. Nous, on a, avec 6 mètres carrés de photopiles, ce qui représente environ 400 watts crête, c'est-à-dire dans les meilleures conditions, eh bien, nous, ça nous suffit. Avec un investissement de 1 500 € en gros, ou 2 000 € de photopiles, pendant 6 ou 7 mois, on a pu couper le compteur EDF. On a quand même fait un système un peu particulier qui fait que les photopiles tournent le matin comme le soir. Les photopiles sont toujours face au soleil. L'autonomie n'est pas concevable qu'avec les photopiles. Il faut être sur 2 pôles, le pôle soleil avec les photopiles et le pôle vent avec l'éolienne. On a décidé, pour être autonome, d'acheter une éolienne et on a défini un prototype dont la qualité principale serait de démarrer avec un vent faible, ce qui est majeur pour le petit éolien. Ce qu'on a voulu, c'est une éolienne vent faible qui puisse profiter d'un maximum de vent. Et la nôtre démarre à 2 mètres 3 secondes. En gros, c'est 6 km/h. Donc, quand vous marchez, quand vous sentez le petit vent, quand vous marchez à 6 km/h, eh bien, c'est le vent qui fait démarrer, qui est suffisant pour faire démarrer l'éolienne et elle en rentre en production et elle produit à ce moment-là. Et donc cette électricité, eh bien, elle vient du soleil et du vent et ça alimente les aspirateurs, la machine à laver, tous les instruments classiques d'une maison. On stocke l'énergie dans des batteries et ces batteries nous permettent, si ça arrivait, d'être autonomes sans soleil et sans vent pendant 5 jours. Et on peut acheter n'importe quel appareil électroménager du commerce, ça marche très bien grâce à cet appareil. Ça s'appelle un onduleur. Chez les Baronnais, la condition d'une indépendance énergétique passe par une réduction de leur consommation. Pour cela, ils ont donc mis en place une technique ingénieuse qui met encore une fois le soleil à contribution. Construisant la maison, tous les soirs, il y avait sur cette pelouse un tuyau jaune en plastique. Et ici, tous les soirs, pendant 2 mois, je me prenais une douche chaude. J'ai donc réfléchi, je vais prendre des tuyaux de cuivre que je vais peindre en noir mat. Je vais intégrer ça dans des serres très plates, très isolées. Et puis, je vais envoyer l'eau dans une réserve de 200 litres. C'est ce que j'ai fait. Et donc, ce capteur solaire, depuis donc presque 40 ans, on a 7 mois de l'année de l'eau à plus de 40 degrés. Après cette petite explication, Patrick souhaite nous faire rencontrer un habitant du Éco-Hameau. Olivier est installé ici depuis 1 an avec sa famille et travaille à Lorient où il forme des gens à la construction de ces chauffe-eau solaires. C'est des chauffe-eau solaires Made in Bretagne et c'est un panneau qui est pour nous un très bon rapport entre qualité, prix, rendement, quoi. C'est-à-dire que c'est un capteur qui a un rendement de 50%, donc qui va produire à peu près 500 watts du mètre carré. Voilà, donc là on a 2000 watts disponibles sur ces 2 capteurs. C'est des capteurs de 2 mètres carrés qui nous permettent de pouvoir capter en fait l'énergie solaire et de la transformer en eau chaude. Ça, c'est des capteurs qui ont été faits ici en stage l'année dernière. Mais on a installé ces capteurs la semaine dernière et ils produisent déjà de l'eau chaude. Voilà. Vous, c'est les 2 seuls que vous avez pour tout votre chauffage? Là, ici, on a un dimensionnement où on est sur 4 mètres carrés de capteurs qui chauffent 300 litres d'eau chaude. Voilà. Donc on a 300 litres d'eau chaude qui sont dédiés à l'eau chaude sanitaire, donc pour accueillir des stages, donc sur la partie cuisine, la partie douche sanitaire. Et on a, en complément de ça, on a un poêle à bois, une cuisinière va nous permettre de faire à manger l'hiver et de faire de l'eau chaude aussi. Donc de l'eau chaude sanitaire, plus d'envoyer sur des radiateurs le surplus d'énergie. Quand l'eau chaude va être à température, et ben, on va envoyer le surplus dans des radiateurs et ça va nous chauffer tout l'espace. Voilà.
Et l'hiver, même quand il y a peu de soleil, ça récupère quand même, ça chauffe un petit peu ou Oui. vaut mieux laisser, ouais. Alors l'idée c'est que le solaire va chauffer la partie basse du ballon. Donc c'est le solaire qui va toute l'année amener une base d'eau chaude, même avec un temps comme ça. Là on a des nuages, mais on a quand même, on va capter la lumière en fait, et on va toujours avoir une eau, même en hiver, qui va être préchauffée en fait. Ce qui ne suffit pas forcément, c'est pour ça qu'on a un appoint au niveau du poêle, mais ça nous demande peu d'énergie de passer de 30 à 40 plutôt que de passer de 12 à 40 degrés pour prendre une douche. Au niveau investissement matériel, combien je dois investir pour un panneau de 2 mètres comme ça? Moi je connais pas exactement les prix, mais je crois que grossièrement on doit être aux alentours des 220 € pour des panneaux d'1 mètre carré. Donc, et sur le 2 mètres carrés on est à 380-400 € je crois. Voilà, auto-fabriqué. Donc ça comprend uniquement les pièces du panneau. Après il y a le coût de formation, d'accompagnement. Voilà. Et puis après il y a le reste du système, parce que c'est pas uniquement 2 panneaux, c'est aussi tout un réseau de cuivre, de l'isolant, des régulations électroniques, des circulateurs qui vont gérer le système. Alors, l'idée, c'est de prendre l'eau de pluie et de la capter. C'est une eau dont le pH est de 5,4. C'est une eau acide. Il se trouve que la manière de potabiliser l'eau de pluie, c'est la manière de la stocker. Qu'est-ce qui se passe? Quand l'eau de pluie séjourne dans la citerne, elle est dans un milieu calcaire, parce que le ciment ou la maçonnerie, le calcaire, c'est basique. Et donc, il y a ce qu'on appelle un phénomène tampon, qui fait que l'eau, à chaque fois qu'on a fait des analyses, sort à 6,8, 6,9. C'est l'idéal pour la consommation de l'eau. On a évalué notre consommation par jour qui est de l'ordre de 20 litres par jour et par personne, en sachant que en France, c'est au moins 150 litres d'eau par jour et par personne. Une des raisons pour lesquelles on consomme peu d'eau, ça va nous servir de transition, c'est tout simplement qu'on a des toilettes sèches. Et donc à chaque fois qu'on a été aux toilettes, eh bien, on met de la sûre. La sûre a comme premier but d'absorber l'urine. Pourquoi? Parce que si vous ne mettez pas de sûre, dans votre bassine, là, vous êtes dans un milieu anaérobie, c'est-à-dire que les bactéries qui vont naître des germes se trouvant dans nos excréments vont être des bactéries qui sentent mauvais ou qui produisent un gaz nauséabond. C'est soit le méthane, soit H2S, l'hydrogène sulfureux. Si au contraire vous rajoutez de la sûre, eh bien toute l'eau va être absorbée et là vous avez un autre type de bactéries extrêmement bon pour l'environnement, qu'on retrouve d'ailleurs dans le compost, qui ne va pas du tout émettre d'odeur désagréable et qui va commencer à décomposer l'ensemble des matières qui se trouvent à l'intérieur. La machine à laver fait monter l'eau, non pas par une pompe annexe, mais par sa propre pompe, dans des bassins filtrés, plantés. Et ensuite, on met de la pouzzolane, qui est une roche volcanique. Il y a plein de petits trous très petits, où les bactéries se logent. On leur donne un petit peu le gîte et le couvert. Ce sont des bactéries qui vont décomposer les molécules polluantes qui sont des molécules complexes. Et donc on a une succession de bassins avec des plantes différentes. En principe, dans le premier bassin, on met des phragmites. Après, on peut trouver différentes plantes, des iris, des joncs des chesiers. Et donc l'eau circule de bassin en bassin. Et ensuite, elle se termine dans un bassin de finition. On a des grenouilles, une couleuvre à collier. Il y a toujours des prédateurs ici qui sont prêts à intervenir pour garder l'équilibre écologique du jardin. On a les patates, on croule sous les courgettes, on a les blettes. Donc en fait, on a tout ce qu'il faut. Enfin, je veux dire, bon là, les tomates, elles vont donner. Pour vous dire, l'année dernière, on a planté 9 kg de semences et on a récolté 180 kg de patates pour 3 familles. Donc c'est pas mal quand même. J'ai essayé de partir de la forme yourte pour en faire une maison en dur. L'idée, c'était d'avoir très peu de fondation parce qu'une yourte, c'est léger. Donc on a utilisé des pneus. On a décaissé d'abord, mis
ce qu'on appelle un hérisson, c'est-à-dire du gravier avec du gravier entre 20 et 40 mm, donc 2 et 4 cm, qui servent de drain. Et ici, le tuyau jaune que vous voyez, c'est un drain qui part ici et qui s'en va vers le point bas, de manière à ce que l'humidité ne remonte pas dans la maison. C'est d'autant plus important que la maison est fondamentalement en paille. Donc on a monté les murs sous forme de chantier participatif, on a élu jusqu'à 25 personnes. Donc on a fait des rangées 2 par 2 qu'on épingle avec ou du châtaignier ou des bambous, de manière à ce qu'elles soient solitaires. Et ici on a 3 fois 2 rangées qui sont toutes bien cernées et cerclées. Et ici vous voyez des cordes qui servent à tasser l'ensemble du cylindre de paille. J'ai fait ça pendant environ un mois pour bien tasser à chaque fois, de manière à ce que lorsqu'on doit mettre les poutres, eh bien, il n'y ait pas un affaissement et une déformation. On le fait légèrement fermé, comme ça, très légèrement, parce que quand c'est comme ça ne pourra pas aller plus loin, mais quand c'est comme ça, ben, ça peut tomber. Et puis on a ce qu'on appelle une sablière, c'est un rond qui fait le dessus, un petit peu comme on cercle un tonneau, et on le rend solidaire de l'ensemble du cylindre de paille. Et puis après, ben, il y a toute la phase qui est longue, si on est tout seul, il faut le reconnaître, qui est la phase de faire des enduits terre. Donc la terre, on l'a prise dans le coin, là, et avec de l'eau de pluie, donc ça coûte rien, et on a un enduit intérieur et un enduit extérieur. On a choisi, parce que c'est pas cher du tout, du feutre bitumeux, et puis on a rajouté une baie vitrée, on a une coupole là-haut, qui sert pour aérer, enlever les vapeurs ou la chaleur. La maison est alimentée par les 2 autres habitats qui ont des photopiles, des capteurs solaires. Le chauffage est dérisoire. La forme ronde renvoie toutes les calories qui sont émises par un poêle très petit à l'intérieur. Donc c'est un cocon très isolé. Nous rencontrons Terra qui nous fait découvrir la paille chaude, un isolant simple et très efficace. Pour réaliser la préparation, il suffit de mélanger l'eau et la chaux, puis d'y incorporer la paille. Isolation de la salle de formation. Il nous faut donc créer des coffrages où va venir se loger la paille chaude. Pour finir, il s'agit de bien tasser, de laisser sécher et le tour est joué. Donc après la préparation du paille chaud, on vient de faire l'isolation. L'isolation comporte une planche de bois, de la paille chaude, de la paille compressée et encore de la paille chaude. Ça fait environ 35 cm, donc ça fait une très bonne isolation. Ça s'appelle un zôme, ça vient de la contraction de dôme et de zonaèdre. Le zonaèdre, c'est un volume, comme tout ce qui est en èdre, mais dont les faces sont des losanges. Donc vous remarquez que tous les côtés des faces sont identiques. Et ce qui fait qu'avec des lignes droites, on arrive à faire une rondeur, c'est la magie, c'est la quadrature du cercle. C'est tout simplement que les losanges ont des angles différents au niveau des différents étages. Ici, c'est presque un carré, et puis en haut, c'est vraiment très anguleux. Si vous faites un zôme 12, vous avez 7 étages. 12 fois 7, 84. Il y a 84 facettes. Ici, c'est un mur solide, chanvre chaud. Ici, sous les ardoises, c'est isolé de 20 cm, et sous le plancher, c'est également 20 cm de chanvre. Et donc, quand on rentre, on est dans un cocon de chanvre isolé phonétiquement et au niveau thermique également.